Bonjour et bienvenue à notre émission. Ici, on en parlait à cette émission d'intérêt public où je reçois pour vous des influenceurs, de gens dans la société qui sont impliqués de différentes manières. Aujourd'hui, j'ai pour vous quelqu'un de spécial, Monsieur Tosha Mutombo, qui est un influenceur politique congolais. Avec lui, on va discuter de la situation politique congolaise dans la diaspora. Bonjour à vous, merci. Je vous salue là où vous êtes, là où vous nous suivez. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner sur ma page YouTube Myriam Chimanga, puis aller suivre certaines émissions déjà publiées sur ma page. Alors, comme je disais, j'ai pour vous Monsieur Tosha Mutombo, influenceur politique congolais. Bonjour et bienvenue chez moi. Ouais, bonjour Myriam. Merci d'abord pour cette invitation. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être là sur votre plateau. Ça me fait vraiment du bien d'être là. C'est moi qui suis très honorée de vous avoir aujourd'hui. Et donc, on vous suit quand même de partout, on voit. Et puis, voilà, vous aimez le Congo à votre manière et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, vous êtes présentateur des émissions YouTube sur votre page Tosha Mutombo, où vous parlez de la politique congolaise et surtout actuellement où l'on vous voit vraiment très impliqué dans la situation, on peut le dire, la guerre qui est actuellement à l'est du Congo. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé influenceur? C'est suite à quoi? Et depuis quand? Ok, merci. Ouais, merci. Normalement, avant, quand on a d'abord ouvert ces chaînes, pour la première fois, c'était pour parler d'abord de la culture. Vous voyez, on parlait de la culture congolaise et tout. Mais après un certain moment, avec la situation qui a vraiment beaucoup évolué en République démocratique du Congo, plus à l'est du pays, on avait commencé comme animateur culturel. Et après, on s'est dit, pourquoi pas aller motiver les jeunes. Parce que la jeunesse, on a d'abord remarqué que le Rwanda, qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo, avait utilisé le soft power, qui était le média, les réseaux sociaux, pour influencer la jeunesse congolaise, vous voyez. Et après, on s'est dit, pour créer le contrepoids, il fallait refaire la même chose, mais de façon positive. C'est là qui nous a vraiment amené à devenir influenceur politique, comme vous l'appelez. Mais moi, j'aimerais d'abord parler peut-être de quelqu'un qui aide la jeunesse, qui essaie un peu d'expliquer à la jeunesse qu'il y a une guerre qui est là, une guerre existentielle pour la République démocratique du Congo, et rappeler à la jeunesse que nous devons faire cette guerre parce que c'est la nôtre et c'est notre génération. Nous devons la faire. Donc, je suis pas un influenceur politique, je suis peut-être un lanceur d'alerte. D'accord. Donc, en fait, vous influencez d'une certaine façon, donc, en fait, si Alors, donne-moi 2 minutes, parce que vous voyez pourquoi j'ai réfléchi ces connotations d'influenceur, parce que, vous savez, dans la société où nous vivons, le mot influenceur, les gens, tu vois, ils aiment déjà, quand on parle d'influenceur, ils associent ça à autre chose. Vous voyez, dans notre société actuelle, quand on parle d'influenceur, on voit tous ceux qui influencent aujourd'hui sur TikTok, déjà canadienne, mais peut-être aussi d'origine congolaise. Vous connaissez déjà notre système, comment ça se passe. Quand on parle d'influenceur, le mot a vraiment beaucoup de sens chez nous au Congo. Quand on parle d'influenceur, directement, les gens, tu vois, ils pensent aux TikTokers, c'est pas aux gens qui font des contenus sur Facebook et tant d'autres. Moi, c'est pourquoi je me suis dit, ici, on s'adresse à la population congolaise, à la jeunesse congolaise. Donc, utiliser ce mot influenceur, c'est bien. Je pense que c'est bien. C'est même ça le mot. Mais à un certain moment, avec notre société, c'est un peu compliqué. Okay. Un lanceur d'alerte, c'est mieux. OK, mais c'est pas parce que les gens utilisent un peu abusivement le nom d'influenceur. Chacun influence à sa façon, donc vous pouvez dire que vous êtes lanceur d'alerte, mais c'est une façon aussi d'influencer le jeune à les orienter sur un sujet politique d'actualité. Alors on a choisi de discuter avec vous, comme je l'ai dit tantôt au début, parce que on vous a vu impliqué parmi tant d'autres. Vous êtes celui qui a accepté notre invitation. Donc, pour parler de la situation politique congolaise. Ok. Donc, j'aimerais avoir votre avis.
tant qu'influenceur et tant que diaspora, parce que je crois que vous vivez dans un pays d'Europe, donc en Turquie, c'est ça? Ouais, Exactement. Donc, quel est l'état actuel de la politique congolaise d'après vous? L'état actuel de la politique congolaise, je dirais chaotique, premièrement. Et deuxièmement, c'est cet état où, vous voyez, le moment des délivrances pour ceux qui prient. À un certain moment, quand il y a délivrance, vous allez voir qu'il y a l'esprit, il y a la personne qui est peut-être par terre, qui est en train de bouger, et il y a l'esprit qui parle en lui. C'est cet état-là qui se trouve dans la République démocratique du Congo à ce moment. Cet état où les gens pensent que c'est fini. Vous voyez, c'est fini, on a perdu le pays. Cet état où les gens pensent que tout est déjà perdu, il y a la guerre, il y aura ceci. Donc, c'est vraiment cet état critique. Donc, on a deux chemins. Où on va tout perdre, on peut perdre notre pays, ou bien on va gagner notre indépendance. Parce que, je vous rappelle, Madame Myriam, cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que cette situation persiste. Et il y a la paix. Avant, parce que je vois des gens qui parlent de la paix, il y a la paix, mais c'est cette paix-là, tu vois, une petite portion de paix comme ça. Et aujourd'hui, pour avoir la paix à son entièreté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous briser pour nous reconstruire. Donc, c'est cet état-là qui se retrouve dans la République démocratique du Congo, cet état brisé, et nous devons maintenant travailler très dur pour reconstruire les morceaux. Donc, par des petits mots, c'est ce que je peux dire. OK. Donc, si je comprends, vous voulez dire que le Congo est actuellement possédé? Je ne veux pas dire possédé, mais je vais dire, vous voyez, au moment de la délivrance. Pourquoi j'utilise tous ces mots? Comme c'est que notre population congolaise, vous voyez, ils aiment souvent faire des petites références à la politique, à l'église. Vous voyez, c'est une population qui aime beaucoup prier. Donc, il faut les expliquer avec des mots qu'ils peuvent comprendre facilement. Je dis, vous voyez, au moment de la délivrance, vous allez remarquer que la personne, avant la délivrance, même si la personne est possédée, il sera normal, tu vois, dans tous ces états. Mais au moment où on commence la délivrance, vous allez voir que la personne va se mettre par terre, va commencer à bouger, va commencer à faire des mouvements. Et à partir de ces mouvements, vous allez voir qu'après tous ces mouvements, et la personne sera délivrée de tous ses péchés, de toutes ses possessions, je sais pas de quoi, mais il sera délivré. C'est dans cet état qu'on se retrouve en ces moments. Vous voyez, c'est l'état où le pays est au bord de l'explosion. Je sais pas si vous comprenez. Si nous, Congolais, jeunesse surtout, on se bat pas pour maintenir la situation, pour délivrer notre pays aux mains du diable qui est le Rwandais, excusez-moi pour les termes, aux mains du diable qui est le Rwandais, si on s'y bat pas pour délivrer notre pays, cette possession va rester pour nous, nos enfants et nos générations futures. Parce que déjà 30 ans, ils n'ont pas eu peur de faire ça. Qui vous dit qu'après les 30 prochaines années, ils vont pas refaire la même chose? Si on prend pas la décision de se briser en ce moment. Donc, c'est ça, c'est cet état-là que je veux définir en commun. Si l'on comprend bien, ce que vous voulez dire, c'est que vous croyez quand même à la délivrance du Congo, hein, une délivrance totale. Bien sûr, bien sûr. OK. Donc, cette situation c'est une situation de courte durée pour arriver quelque part. En tout cas, d'après ce que vous essayez d'expliquer. Oui, je vais pas vraiment dire de courte durée parce que c'est nous qui définissons cette situation. Donc, c'est comme si on nous mettait devant nos propres responsabilités. Nous, la jeunesse congolaise. Vous voyez, c'est comme si on nous disait, OK, vous avez votre pays. Parce que le Congo, petite histoire, les Congos, avant, tu vois, c'est l'ensemble de plusieurs royaumes, plusieurs empires. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait le Congo. C'est pourquoi dans notre hymne national, on dit, il est par le sort. Quel est ce sort? C'est l'unité, tu vois, on a réuni quelques royaumes, quelques empires, on a fait le Congo. Et en faisant les Congos, maintenant, on nous met devant, nous, la jeunesse, devant nos responsabilités pour nous dire, OK, on a déjà crié pour vous quelque chose, qui est le Congo. C'est à vous maintenant de voir quoi faire avec. C'est à vous maintenant de défendre ses frontières. C'est à vous maintenant de définir quel sera le Congo, tu vois, des demain, quel sera le prochain. Donc, j'étais sur les perspectives tout sur le Congo. Et court durée ou longue durée, c'est à nous de définir. Si aujourd'hui on baisse les bras, on dit OK, on a perdu, on ne saura pas sécuriser ces Congos, on ne saura pas rester avec ces Congos dans ces anciennes configurations de
dans ces 245 000 kilomètres carrés, on dit, OK, on va peut-être céder 10 000 kilomètres carrés. C'est à nous. Vous voyez, maintenant, on nous met devant l'évidence, on nous met devant nos responsabilités. C'est pourquoi qu'on dirait, ou l'on dirait, c'est à nous d'en définir. Parfait. Alors, quel est votre, d'après vous, hein, c'est quoi les enjeux majeurs du moment, d'accord, par rapport à la gestion de la guerre et surtout, hein, comme on a parlé de d'un remaniement, ok? D'après vous, c'est quoi les enjeux majeurs du moment? Les enjeux majeurs du moment, c'est, premièrement, vous savez qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour le Congo. Ces gens-là, ce ne sont même pas des Congolais. Je peux parler de Rwandais, des Ougandais. Ils ont tout donné pour dominer les Congos. Donc, ils ont donné leur sang pour dominer les Congos. Et ces gens ne pensaient pas qu'ils vont se laisser faire facilement. Vous voyez, ils vont tout mettre en œuvre pour peut-être commencer d'abord par diriger le Congo dans son entièreté. S'ils n'arrivent pas à leur fin, ils vont mettre la balkanisation en place. Vous voyez, ils vont mettre la balkanisation en place parce qu'ils ont déjà beaucoup perdu. Si vous remarquez, si vous lisez peut-être les informations, vous allez voir, ils sont sanctionnés de partout. Ils ont la pression internationale. Et ces gens, ils ont tout mis en œuvre pour arriver à leur fin. Excusez-moi de vous arracher un peu la parole. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois on utilise le mot balkanisation un peu abusivement, dans le sens où que, parce que ce que le Rwanda fait, c'est une occupation. Donc, ils font de l'occupation. La balkanisation, c'est quand nous, Congolais, ok, ceux qui se disent Congolais, nous, Congolais, on dit que on ne veut plus être être dans un état dit congolais. Et voilà. Ouais. Permettez-moi vraiment d'aller avec cette réflexion le plus lent possible. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir que la balkanisation en République démocratique du Congo, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est quelque chose pensé, arrangé et bien minutieusement travaillé. Comment? Je vais vous expliquer. En 1995, donc 94, 95, il y a eu génocide rwandaise et il y a eu des Congolais et des Rwandais qui ont traversé la frontière. Après, en 1997, donc 97, il y a eu la rébellion de AFD. AFD et Mobutu remet le pays à Kabila, Laurent Désiré Kabila. Quand je dis remet le pays, donc la rébellion entre à Kinshasa trouve tous les Congolais identifiés. Tous les Congolais identifiés. On avait des cartes, c'est comme ça vert. Vous voyez? Tous les Congolais identifiés. Laurent Désiré Kabila prend le pays avec des accords avec le Rwanda. C'était quoi les accords? Céder les deux Kivu au Rwanda. Mais comment on peut céder deux provinces, vous voyez, à un autre pays sans faire du bruit? Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord embrouiller la situation. Vous voyez, mettre d'abord un peu flouter notre fichier d'identification. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Délibérément, Madame Myriam, ils vont geler l'identification de la population pendant 22 ans. Pendant 22 ans, Laurent Désiré Kabila, quand il prend le pays, c'était avec une population identifiée, avec des cartes d'identité. Et délibérément, Laurent Désiré Kabila, pendant ces 3 ans, il a pu changer les Zaïre en francs congolais. Vous voyez? Donc, comme on avait demandé à tous les Zaïrois qui avaient le Zaïre comme monnaie de changer cela en francs congolais, ils pouvaient aussi demander à tous les Zaïrois qui avaient des cartes d'identité zaïrois pour aller les changer aux cartes d'identité congolais. Et cela n'a pas été fait. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, croyez-moi, tous les Rwandais sont des Tutsi congolais. Vous allez me poser la question comment? Aujourd'hui, une Rwandaise ou un Rwandais, Tutsi, se présente à la frontière, dit, je suis congolais, je rentre chez moi. Vous allez lui demander quelle pièce d'identité. Pendant 22 ans, je vous assure, délibérément, ils n'ont pas identifié la population. Ils n'ont pas remis des pièces d'identité à la population. Et aujourd'hui, tous les Rwandais se présentent à la frontière pour dire, nous sommes des Tutsis congolais. Qu'est-ce qu'on fait avec? Vous voyez comment la balkanisation d'abord a été préparée minutieusement. Et deuxièmement, ils se disaient, OK, sur le Kivu, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des flux migratoires.
On a vu ça avec le Banyamulenge, tout le monde va s'identifier. Le Banyamulenge, vous voyez, c'est processus. On s'est dit, OK, dans 10 ans, vous n'allez pas remettre le test d'identité pendant 5 ans, et cela va nous permettre, nous, le jour où vous recommencez le recensement, tout le monde vient. Parce qu'aujourd'hui, on recommence le recensement, tous les Rwandais arrivent au Congo pour prendre les pièces d'identité, vous allez les refuser. Origine Minembwe, vous avez 5 millions, 10 millions de Tutsis d'origine Minembwe. Et vous allez faire quoi? Vous allez dire non? Et après, ces gens, avec ces genres de rébellions qu'on voit aujourd'hui, se disent, OK, nous sommes marginalisés. Vous voyez, madame, on peut pas, il y a des fois, on nous appelle des hystériques. Dire, ouais, vous avez tellement peur de la balkanisation, non, on a vécu ça avec le Soudan. C'était la même chose, le même décor. Donc, on commence d'abord par une population marginalisée chrétienne. On dit, OK, ils sont tentés de tuer cette population. Après, on va d'abord chercher des négociations, dialogue. Ça n'a pas marché, OK. Vous restez en paix, vous avez votre territoire et vous avez le vôtre. Vous voyez. Donc, avec une population non identifiée, nous sommes exposés à la balkanisation. Et jusqu'à présent, comme il n'y a pas de balkanisation, moi je me pose des questions, peut-être le Rwandais sont de bonne foi. Vous voyez, je me dis que les Rwandais sont peut-être de bonne foi. Parce que on est exposé à la balkanisation et on est fragile. C'est pourquoi parler de la balkanisation comme si c'était, tu vois, quelque chose qui nous tourmentait ou quelque chose qu'on disait abusif, je pense que non, nous sommes exposés à la balkanisation. OK. Et donc, alors, la gestion de cette situation, OK, la gestion les enjeux actuels, c'est quoi exactement du point de vue la gestion de la guerre? Comment pensez-vous qu'on pourrait gérer cette situation en même temps avec les remaniements où l'on voit l'hypocrisie de certains politiciens qui, pendant tous ces temps, s'étaient tus et lorsqu'on attend remaniement, chacun maintenant cherche à montrer ou à séduire les chefs de l'État pour se retrouver. Et donc, pensez-vous que nous, Congolais, on a certainement aussi lâcheté face à cela, au point de vendre le pays au prix de poste, au prix de l'argent? Oui, hein, je dirais même politique à la congolaise. Donc c'est comme ça. On s'est dit, OK, on est là pendant 365 jours, on fait rien, tout proche de la campagne, on commence à distribuer des choses. C'est la même chose, vous voyez un peu. Donc il y avait la guerre et avec les gens auxquels je parlais, il y a des gens qui donnaient 2 mois au président de la République maximum. Quelqu'un m'a dit 1 mois maximum, ou soit il sera mort, ou soit il ira en exil, parce que vous avez remarqué que nos soldats ne combattaient plus. Donc, ils déposaient des armes, ils faisaient des retours, ils insultaient les chefs de l'État. Donc, la situation, il y avait tellement cette panique où chacun c'est un peu de se cacher. Vous voyez, c'est un peu de dire, OK, lui, il va partir, lui, c'est un président de la République, il va fuir peut-être avec sa famille. Et nous, les autres, vous voyez, c'est pourquoi vous avez fait ces silences. Mais lui, il va partir, mais n'est-ce pas, c'est ton pays. Et à un moment donné, je me dis, est-ce que vraiment on aime ces pays-là? Ici, je parle des politiciens. Ici, je parle des politiciens et des calculs politiques. Vous voyez? Donc, les politiciens se disaient, on est là, lui, il va partir, et nous, on se cherche déjà. Vous voyez? Quelque chose pour accueillir celui qui va venir. Si vous remarquez, ça fait 30 ans qu'on vit avec des mêmes noms. Vous voyez? Qu'on travaille. On est dirigé par, ou soit même famille, ou soit le même nom qui nous dirige. Donc, ils se disent, OK, Tshisekedi et partons. Vous voyez, on n'avait pas calculé même passer le mois de mars avec le président Tshisekedi. On se disait, le mois de février, on arrive le 15, il n'est plus là. Nanga arrive avec le Rwandais. OK. Ils essayaient même de faire les yeux doux au Rwandais. Vous voyez, ils essayaient un peu de jouer, un peu. Et là, vous savez que il y a toujours des calculs humains et il y a aussi le destin. Et là, le Zima avait calculé février pour Tshisekedi et avec les stratégies qu'il a mis en place, il nous a tous surpris. Là, je peux le dire, nous tous on été surpris. À un certain moment, on parlait de la guerre, on disait qu'on déclare la guerre au Rwandais, on va gagner, on a l'armée, on va faire ceci, mais après avoir observé ces débâcles à Goma, à Bukavu,
où les gens déposaient carrément les armes, où nos positions étaient vendues d'avance. Les gens qui détenaient des positions comme ça pendant 3 jours, 4 jours, mais ces positions ont déjà été vendues pendant un mois passé. Vous voyez? Et ils étaient là, ils étaient déjà sacrifiés, nos militaires. Donc, il y a ces problèmes de traîtrisme dans l'armée. Je ne sais pas s'il y aura des questions sur ces sujets où on doit vraiment en parler. Parce que c'est notre survie, comme je dis toujours. Puisque vous en parlez déjà, donc pouvez-vous un peu nous en parler sur la question de la traîtrise? Est-ce que ce n'est pas dû à l'immoralité qui est déjà ancrée dans l'ADN des plusieurs Congolais, ou l'argent est ou rien, ou aussi est-ce que le Congolais en général, parce que je vais un peu généraliser, parce que à un moment donné on doit généraliser, on n'a pas le choix. Est-ce que le Congolais en général n'a pas n'aime pas son pays au point de tout sacrifier ou de se battre pour l'intégrité territoriale? Madame Liam, vous allez remarquer que on revient souvent sur ces questions de balkanisation. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, le Rwandais, les Tutsis. Ici, on fait pas la discrimination parce que les gens essaient un peu de déformer mes propos. Les Tutsis sont très intelligents. Très, très intelligents. Avant de balkaniser les Congos, ils vont d'abord tout préparer. La première chose qu'ils ont préparé, c'est quoi? C'est l'identité congolaise. Qui est congolais en ce moment? Qui peut être identifié comme congolais? Légalement devant la loi. Vous voyez? Quand ils arrivent à détruire cette identité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un pays. La souveraineté, c'est qui? C'est, tu vois, les habitants de ces pays. C'est ça même qui fait la force d'un pays. Parce que un pays sans population qui va réclamer qui c'est son pays? Donc, quand ils arrivent déjà à détruire l'identité de ces pays, et deuxième position, c'est la défense de ces pays. Vous voyez? Donc, on nous a déjà détruit en nous refusant l'identification, notre identité congolaise. Et là, on va détruire notre système de défense par l'infiltration. Nous sommes infiltrés par la désorganisation de l'armée. Tout ça, ce sont des sabotages qui ont été faits sciemment. Ne pensez même pas que ce sont des erreurs qu'on a commises. Non. Ce sont des choses organisées par le Rwandais. Ils se disent, OK, on n'identifie pas la population, on ne donne pas des pièces d'identité. OK, sciemment. On dit, OK, on va pas organiser l'armée. On va pas acheter des munitions. Essayez un peu de voir un policier congolais, comment il est habillé. Essayez un peu de voir des postes de la police en RDC. Mais est-ce que un peu de voir, pardon? Est-ce que cela aussi n'est pas je me dis, est-ce que c'est pas aussi notre responsabilité à tous, dans le sens que pourquoi on ne punit pas? Où est l'état de droit? Pourquoi on va arriver là. Vous voyez, on va arriver là, madame. Parce que, quand vous remarquez que notre armée a été mise à genoux, sciemment, et ils se sont payés des généraux. Et vous savez que quand on vous appauvrez, à un certain moment où un policier ou un militaire est payé à l'auteur de $200 maximum, $200 américains. Avec $200, comment les enfants iront à l'école? Mais est-ce que vous avez calculé les primes? Non, mais je parle d'abord de salaire. Vous voyez, le salaire, c'est ce qui est acquis de droit. Donc, là, vous travaillez à la fin du mois, c'est obligatoire. Vous serez payé ainsi. Les primes, ce sont des encouragements. Mais ça fait partie aussi des avoirs, Oui, bien sûr. Mais les soldes militaires, c'est acquis de droit. Les primes peuvent changer du jour au lendemain. Mais moi, je veux qu'on définisse d'abord, on dit, OK, être un militaire, que ça ne soit plus quelque chose où les gens ont pris des bandits, les gens auxquels la vie n'a pas donné la chance, la société n'a pas donné la chance, on dit, OK, allez mourir à l'armée. C'est comme ça que notre armée s'est transformée. Mais vous habitez Canada, on habite à l'extérieur du pays, on sait de tous qu'il y a des gens qui sont recalés, parce qu'il est recalé dans l'armée, et il plaire. Tu vois, les gars, ils peuvent rester comme ça pendant un mois. Ils mangent pas, ils dépriment parce qu'on l'a recalé. Vous voyez? Et dites-moi, qui est ce Congolais qui va déprimer parce qu'on l'a recalé?
à la formation militaire. Qui est ces Congolais-là? C'est vrai ce que vous dites, mais voilà, excusez-moi de vous arracher la parole, c'est que voilà ce que je crois. Hein. Vous allez me dire si je suis à gauche. Je crois que aller à l'armée, c'est vrai. Le salaire, c'est une obligation. C'est un acquis des droits. C'est une obligation. Comme vous l'avez dit, par exemple, au Canada, hein, c'est les avantages, tout y est, tout ça. Mais c'est pas tout le monde non plus. Tu sais, il y a des campagnes où on va aussi encourager les gens à entrer au sein de l'armée. Donc, ce que moi je me dis, aller dans l'armée en dehors de l'encouragement qui est l'acquis des droits, les salaires, c'est aussi question d'amour de la patrie. Oui, le patriotisme aussi. Mais c'est pourquoi je vous dis, nous, nos militaires déjà, nos FARDC, s'ils sont là, c'est même pas pour l'argent. Parce que si c'était pour l'argent, ne doit personne faire ça. Et moi-même, je découragerais tout le monde de mettre le pied. Mais, comme c'est pas pour l'argent qu'ils le font, comme c'est pour l'amour de la patrie, on peut te dire merci à ces gens. Mais ces gens sont trahis. Ces gens sont trahis par des officiers. Par des officiers qui sont à la merci du Rwanda. Par des chantages, par amour de l'argent et par infiltration. C'est quelque chose qui a persisté pendant 30 ans. Même s'il faut démanteler quelque chose pareil, ça vous prend beaucoup de temps. Parce que ce général qui a été acheté par le Rwanda a ses lieutenants. Il a ses commandants de brigade et tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ces commandants? Comment on va détecter tous ces commandants? Comment on va détecter tous ces colonels qu'ils ont nommés après? Vous voyez, c'est tout un système bien ficelé qu'on peut faire 10 à 20 ans pour démanteler. C'est pourquoi je vous dis, cette trahison sort de là. Et là, je répète encore, on nous met, nous, Congolais, devant nos responsabilités. Le vrai Congolais. Ok, vous avez été acheté par le Rwandais. Vous êtes général 3 étoiles. Les Rwandais vous ont corrompu. Ils vous ont promis des choses. Et la première chose à se poser, la première question à se poser, c'est quoi? Ok, je suis général 3 étoiles. J'ai trahi mon pays pour le Rwanda. Est-ce que si le Rwanda arrive peut-être au pouvoir par, je ne sais pas quel mécanisme, est-ce qu'on fera confiance lui? Ok. Est-ce que je vais reprendre mes 3 étoiles? Est-ce que le Rwandais vont me faire confiance? Parce que la seule question est simple. S'il a pu trahir les siens et nous, les autres, qu'est-ce qu'il va faire? Si nous, les Congolais, on se pose cette question, on se dit, ok, ici, c'est la patrie. On peut beau dire, on peut faire des beaux discours. Ici, c'est notre nation. On a été élis par le sort. Moluba, Mungala, Moussoaï, je sais pas quoi. On a été élis par le sort que le Congo. Défendons notre drapeau, défendons notre souveraineté. Je vous assure, cette guerre, on peut mettre fin 2-3 jours, c'est fini. Mais si les gens pensent qu'à eux, vous voyez, si les gens pensent à leur famille, à leurs femmes, à leurs enfants, c'est fini, on est perdu. C'est pas seulement dans l'armée, c'est dans tous les secteurs. Exactement. Chaque Congolais se pose cette question, parce que ici, on voit le grand relais de Rwandais, ce sont nos propres frères congolais. Qu'on connaît, vous voyez, ils sont pas allés chercher loin. Ils disent, ok, si on part chercher peut-être d'autres Congolais qu'on ne connaît pas, non, on cherche des gens connus et des gens qui ont l'influence dans la société congolaise. Et ici, ces gens se sont transformés en monstres. Ils font des relais jour et nuit. Ils font la propagande rwandaise jour et nuit. Donc, quand vous regardez comme ça, pour nous qui avons des âmes sensibles pour les Congos, on a des larmes aux yeux de fois. On s'est dit, mais pourquoi cet homme fait ça? Est-ce qu'un Rwandais peut faire ça contre le Rwanda? Donc, c'est ça. La trahison vient de là. Brassage, mixage, tout ça. Et donc, je suppose que vous êtes contre les dialogues. Être contre les dialogues, je peux pas vraiment aller tout droit comme ça, dire je suis contre le dialogue, parce que l'histoire nous renseigne que dans le monde, on finit toujours par dialoguer. Tous les conflits, même la guerre mondiale, tout, ça se termine toujours autour, tu vois, des dialogues, des pourparlers. Mais quand vous allez dialoguer, mais il faut avoir des cartes en main. Vous n'allez pas dialoguer comme ça, parce que quand vous allez dialoguer, celui qui est en position de force, c'est celui-là qui vous impose sa volonté. Et aujourd'hui, si les Congos doivent dialoguer,
il va apporter quoi sur la table? Mais c'est pourquoi nous, on est pour des sanctions, des solutions diplomatiques. On sanctionne le Rwanda à un certain moment. Le Rwanda va se sentir un peu isolé. Il vient aussi en position de faiblesse. Il s'est dit, OK, pour la levée de toutes ces sanctions, je dois céder, je dois concéder. On vient pas dialoguer comme ça même. Est-ce qu'on doit, si ça arrivait, est-ce que vous pensez que on devrait prendre en considération ce qu'il dira? Dans le sens que, OK, revendication de Rwanda? Non, c'est que c'est sa parole, hein, tu sais, comme. Faire confiance. Vous savez, la confiance dans la politique n'existe pas. La première chose à faire. Mais il faut être en mesure aussi. Bénéfice du doute. Oui. Et c'est un peu de faire semblant de faire confiance. En même temps, on va se préparer. Parce que, vous savez, au début, je vous ai dit, on devait se briser pour se reconstruire. Le Congo a vécu 30 ans de captivité. Vous voyez, 30 ans de captivité. Et pendant ces 30 ans, on devait d'abord briser ces 30 ans, briser les systèmes qu'on avait mis en place pendant 30 ans et se reconstruire. Mais 30 ans, c'est un enfant qui a peut-être, qui est déjà marié à des enfants. Oui. C'est énorme. Parce que ici, Madame Myriam, je vous rassure, parce que ici, il y a des Congolais qui disent, OK, on est divisé en deux. Il y a des Congolais qui pensent que on peut rester dans le même système. Vous voyez? C'était bien. On avait peut-être ces petites semblades de paix, mais c'était quand même bien. Et il y a d'autres Congolais qui pensent que nous devons stopper cela, créer l'État congolais, créer nos propres valeurs, créer notre éducation, notre défense, créer notre identité et avancer. Donc, on doit combattre. Mais il y a d'autres Congolais. Et là, vous avez dit 30 ans, c'est trop. Mais si on fait ça, on fait pas ça aujourd'hui, quand est-ce qu'on va le faire? Quand est-ce qu'on va libérer notre système éducatif? Quand est-ce qu'on va libérer notre système de défense? Quand est-ce qu'on aura notre souveraineté? Si on repousse cela à Dama, si non, 30 ans c'est trop, on peut pas faire ça directement, non. On doit commencer quelque part. Et c'est ce qu'on a commencé. Les dirigeants qui sont là actuellement, ils sont des passagers, ils vont partir. Et nous, Congolais, jeunes Congolais surtout, on doit véhiculer ces messages. On doit dire à la jeunesse, ceux qui viennent après nous, on dit, OK, nous, on fait notre combat, c'est notre guerre, c'est notre époque, Madame Myriam. Parce que ici, je vois les gens qui disent, OK, vous êtes encore trop jeunes, vous voyez les caméras et les autres. Mais ils ont vécu leur époque. Ils font leur vie aussi, hein. Ils sont entrés dans l'histoire aussi. Ça, c'est notre époque. Nous devons aussi écrire notre histoire. Le caméra, c'était pas l'époque de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas qui. C'était pas l'époque. Vous savez, avec la technologie, l'évolution, le monde est parti tellement rapide que ces gens-là sont restés au passé. Et nous devons maintenant faire preuve, tu vois, de maturité en tant que nation. Nous, la jeunesse, nous devons grandir avant. Vous voyez, comme on dit, grandir avant l'âge. Nous devons grandir avant l'âge pour bien défendre notre pays. Sinon, quelqu'un m'a dit, il y a des jeunes de votre âge, 30, 25, 26, on les a réunis quelque part. Ces gens-là pensent jour et nuit comment vous maintenir dans cette situation. Vous voyez un peu? Donc, on réunit les jeunes comme nous, on dit, OK, avec le moyen actuel que vous avez à votre disposition, la technologie, les réseaux sociaux, comment vous pouvez maintenir la RDC dans cette situation? Et tu vois, les jeunes de notre âge travaillent sur ça. Et nous, les jeunes congolais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que aussi, puisqu'on en parle, hein, c'est ce que je suis un peu quand je fais des observations. Est-ce que c'est pas aussi on manipule aussi les jeunes Congolais suite à la sexualité, je dois le dire ainsi. Surtout les hommes, hein, ça c'est pas à se cacher. Donc où on vous envoie des femmes parce que vous aimez voir les hommes congolais sont un peu réputés, tout ça. Pas que eux, tu sais, il peut y avoir d'autres nationalités. Donc voilà. Donc on vous envoie puisque vous aimez ça, vous vous laissez faire. Tu sais, c'est que est-ce que c'est pas on doit aussi faire aussi une éducation sexuelle apparemment. Bien sûr, bien sûr. Et comme je vous disais, vous savez, ces gens-là sont très intelligents, les Tutsis. Ils sont très intelligents. Mais non, mais tu peux pas pointer les gens, tout ça. Ouais. Dans notre culture, on a souvent cette tendance à minimiser l'adversaire. Et moi, je me dis, on doit avoir
cette tendance de faut pas non plus surestimer l'adversaire et se mettre à son niveau. Vous voyez un peu. Ok, je vois Myriam a peut-être 2 armes. Moi, je dis, ok, Myriam cache 4 armes derrière elle, pardon. Et là, je dois me mettre au niveau. Qu'est-ce que je vais dire? Ces gens observent. Ils observent nos forces, nos capacités et nos faiblesses. Les jeunes Congolais, c'est qui? C'est ces jeunes très intelligents, très instruits, mais qui aiment l'ambiance, qui aiment l'alcool, qui aiment les femmes. Son côté fort, intelligent, prévoyant, courageux, ses faiblesses, l'argent, femmes, c'est tout le monde sont comme ça, mais pour nous, les Congolais, c'est un peu excessif. Donc, qu'est-ce que les Rwandais vont faire? Bien sûr, ils vont utiliser nos faiblesses contre nous. Ils savent que nous, les hommes congolais, on aime les femmes. Putain clair, en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va nous envoyer des Banyamulenge, les Tutsis. C'est pourquoi on a vu le Mobutu. Mais il y a aussi des Hutus, il y a des Hutus rwandais aussi qui. Oui, même des Hutus. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de Mobutistes ont eu comme des maîtresses, des espionnes rwandaises, qui vient comme ça. Ok, chérie, c'est quoi, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez dit? Ok, le gars, on l'a mis tellement à l'aise, il commence à tout déballer. Oui, bébé, on était comme ça, on a fait ceci, on a fait ceci. Et demain, tout ça s'est retrouvé au Rwanda. Vous voyez, on doit aussi apprendre de nos erreurs. C'est pourquoi je dis, de la même façon, les Rwandais mettent tout en œuvre pour nous déstabiliser surtout la jeunesse, parce qu'ils savent que le vieux, c'est déjà fini leur temps. Nous, 10, 20 ans, on sera à 50 ans. Donc, c'est nous qui allons diriger le Congo de demain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent tout mettre en œuvre pour nous détruire, nous, pour que, tu vois, au futur, le Congo ait que des abrutis, comme la classe dirigeante ou politique. Exactement. Donc, nous, maintenant, la jeunesse, en ce moment, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons apprendre des erreurs de nos aînés. Ok, comment ils ont succombé? On les a envoyés des femmes, je ne sais pas quoi, mais ils ont utilisé les sexes comme armes, et on doit éviter cela. On doit avoir des précautions. Comment combattre cela? Comment résister face à cela? Donc, c'est comme ça. Ici, c'est ce que je peux demander à la jeunesse congolaise. Voir comment diviser. Ok, il y a un moment pour des sentiments, un moment pour danser, un moment pour des divertissements. Mais s'il faut faire un sentiment, je parle à la Guinée, ce qu'il faut, c'est le sentiment. C'est le nom des Gonaïos, tu sais. Non, mais là, le problème, c'est quoi? On ne sait pas. Déjà, non, quand il y a des Banyamulenge, oui, quand il y a des Banyamulenge et les Tutsis, vous voyez, quand il y a les Banyamulenge et les Tutsis, on ne sait pas, tout le monde se présente congolais. Vous voyez, ces gens-là, tu vois, sont des gens très risés. Et quand ils arrivent, pour eux, ils sont venus nous détruire. Tu vois, il y a une chanson de Kofi que j'aime beaucoup. Donc, il dit, Kasimoto Oyo, ayaka po abomamoto, yende aye banake, lokite boko meveni. Kasimoto Oyo, bayaki po abomae, ye aye banake. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je suis là. Si toi, tu viens pour me détruire, c'est toi qui sais que tu viens pour me détruire. Mais moi, je sais pas que bientôt, d'ici là, je deviendrai une victime. Okay. Mais je vais juste recadrer quelque chose, hein, que c'est pas à stigmatiser un peuple ou comment, où on va parler, je m'aimerais vraiment recadrer, c'est la politique mise en place par Paul Kagame, ok, utilisant des personnes à sa guise. Ok, c'est pas comme stigmatiser des gens, non, il peut, comme il utilise aussi des Congolais, ok? Donc, on va pas comme stigmatiser, non, on n'a pas stigmatisé. Non, mais je préfère juste exactement. Là, on peut pas se cacher. Vous voyez, donc, nous, le Congolais, on aime le type nilotique, hein, petite tête avec des belles formes et tout. Moi, je peux pas me cacher. C'est ça notre type, nous, les Congolais. On aime ça. Non, tu veux pas non plus dire nous, le Congolais, parce que tu n'as pas fait des, statistiques. Je parle pas de 100% des Congolais. Je parle de la jeunesse congolaise. Vous voyez? Donc, une teint clair, danser, prendre l'alcool, c'est ça. Ce sont nos faiblesses. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle péché mignon. Donc, on est bien intelligent, instruit, mais on a nos petits péchés mignons. Et Paul Kagame utilise ces péchés mignons pour nous atteindre.
Ok. Donc, il utilise ses faiblesses pour nous atteindre. Et c'est pourquoi je dis, nous, Congolais, nous devons maintenant voir comment bloquer cela. Ok, la chair est faible, on peut s'y tomber, mais pensez d'abord à la nation, pensez d'abord à l'avenir. Ok. On va aller rapidement. Excusez-moi de vous arracher la parole. On tend vraiment vers la fin. Hein. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Quel est votre point de vue sur le rôle de la diaspora congolaise dans le paysage actuel politique? On a vraiment ce grand rôle d'échanger les choses. Vous voyez? Ici, je considère le Congo comme la prison. Vous voyez? Et nous, on a été là, dans ces prisons. On a pu s'échapper. Je sais pas si vous comprenez. Exact. Nous sommes partis. Nous nous sommes dispersés dans le monde. Et on ne peut pas laisser nos parents, notre famille dans la prison, ou dans ces cachots où on nous avait mis, où on a pu s'échapper. Nous devons aller chercher de l'aide pour venir sauver ceux qui sont restés à l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez. Exact. Dans ces métaphores. Donc, le Congo, en ces moments, pendant 30 ans, les Rwandais ont créé cet espace invivable où l'électricité, c'est le luxe, l'eau, l'infrastructure, l'éducation a été anéantie. Vous voyez? Et si on a eu la chance de sortir de cette prison, ce n'est pas pour aller vivre ailleurs, non. C'est pour aller chercher de l'aide et rentrer au pays, voir comment sauver cette population. Donc, en ce moment, notre rôle est de mettre fin à cette guerre. Comment vous allez me dire, ouais, on n'a pas des armes? Non. Nous sommes une puissance. On peut utiliser tous les moyens à notre disposition. Nous sommes aussi une puissance en termes de capital humain. Oui. Bien sûr, partout où nous sommes, nous pouvons nous réunir, nous mobiliser pour dire au monde, ok, Paul Kagame, dans son aventure, il n'est pas seul, hein. Il est accompagné par des puissances extérieures. Tout ce que Paul Kagame dit en République démocratique du Congo, il le revend. Il l'utilise pas au Rwanda. Il les revend quelque part dans le monde. Et nous, partout dans le monde, la diaspora, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons stopper cela. C'est ça, c'est notre arme en ce moment. Dénoncer cela, stopper cela, expliquer au monde ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est ça que je compare à la prison. Aller chercher la clé, aller chercher le moyen, comment libérer nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Donc, c'est ça notre rôle en ces moments, c'est mobiliser, dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo et apprendre aussi. Hein. Vous voyez, quand nous sommes sortis, on apprend à l'extérieur, voir comment développer notre pays. Vous savez, là, nous sommes une machine. Vous savez, vous voyez que le Congolais, nous sommes nombreux à l'extérieur. On a acquis beaucoup de compétences. Ces compétences peuvent être bénéfiques pour notre pays. Très, très bénéfiques. On peut rendre notre pays à la même dimension que le Canada, les États-Unis, pourquoi pas. Si on met du sérieux, on rentre. Parce qu'il y a des Américains, il y a des Congolais américains qui sont restés pendant des années aux États-Unis, au Canada. Vous avez tout appris de vous n'allez pas me dire que vous êtes inférieur aux Canadiens ou aux Américains. Mais le problème, c'est que il ne suffit pas simplement d'être au Canada ou aux États-Unis. Il suffit aussi d'être impliqué pour apprendre. C'est que la question de savoir combien s'implique. Oui. Ici, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens ils sont sortis. C'est pourquoi j'ai comparé ça à la prison. Vous voyez, on vous met quelque part dans la pluie comme ça, et peut-être d'autres personnes vous ont tenu comme ça, vous êtes sortis. Et quand vous sortez, vous êtes deux catégories de personnes. Il y a des gens qui pensent que, ok, moi, je suis sorti, c'est fini, je vais fuir. Il y a l'autre qui dit, non, je pars chercher peut-être l'échelle, des escaliers pour mettre, pour que d'autres personnes puissent sortir, vous voyez. Donc, ici, je parle de ces catégories-là. Des gens qui ont besoin de rentrer, aider le pays. Donc, tout ce qu'on a appris à l'extérieur du pays, vous êtes là, je pense que vous avez vos diplômes, vous travaillez, vous avez beaucoup appris de Canadiens. J'ai des amis américains, ma propre petite amie, tu vois, américaine, elle a beaucoup appris. Ok. Donc, ça veut dire que même dans ses rêves, quand on parle avec elle, elle me dit, ok, j'apprends, je finis mes études, je travaille, mais je rentre au Congo prendre tout mon savoir-faire, ramener ça au Congo. Je pense que c'est aussi vos idées. Dire, ok, tout ce que j'ai appris ici, demain, je le ramène au Congo. Je vais peut-être, grâce à moi, il y aura 20 à 25 personnes qui sera aussi éclairées. Vous voyez, quand vous rentrez au Congo,
Vous étiez 25 personnes, vous les apprenez ce que vous avez appris. Ces 25 personnes apprennent aussi à 25 personnes. Les autres 25 personnes apprennent aussi. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez créé? À vous seul, vous pouvez créer 100 000 nouveaux Congolais. Merci beaucoup, Monsieur Tosha. C'est comme ça. On va un peu souffler, hein. On va un peu souffler pour aller à notre dernière partie d'émission. Alors, on se voit à tout de suite. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Dis un mot, on va l'appliquer. Jusqu'à quand les verras-tu? Protège mon âme contre les amiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie. Vous avez parlé de ce que vous faites. Concrètement, c'est quoi votre rôle ou dans la sensibilisation et de la mobilisation? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour sensibiliser et mobiliser? Oui, merci pour la question. C'est très important en ces moments. Vous savez, quand la guerre a commencé, on était divisé en deux camps pour la communication des guerres pendant le temps. Et il y avait des gens qui pensaient que quand il y a la manipulation rwandaise, quand il y a la désinformation, qu'est-ce qu'on fait? On va ignorer cela. Vous voyez, on dit, OK, il y a la désinformation, on ignore. Et moi, je me suis dit, non. Pourquoi ignorer? Et vous pensez que sur 100 millions de Congolais, tous les 100 millions vont ignorer cela? Non. Vaut mieux prendre ces désinformations, détruire cela devant les caméras. Comme ça a été mis sur les réseaux sociaux, prendre ça. C'est ça aussi, mon rôle ces derniers temps. Je pourchasse tout ce qui est désinformation rwandaise. Okay. Et j'essaie aussi de mobiliser la jeunesse pour dire que c'est notre guerre. Nous devons faire cette guerre. Que personne vous trompe, que personne vous décourage pour dire c'est déjà fini, le Congo a été vendu, le Congo ne vous appartient plus, laissez les Kivu au Rwandais, je sais pas au Mediki. Non, on essaie de rappeler chaque jour. Parce que, vous savez, l'information, on dit celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et les Rwandais ont compris cela. Ils se sont dit, OK, il y a eu des villages qui sont tombés que par l'information. Les rebelles ne sont même pas encore arrivés dans ces villages-là. Les Rwandais vont jeter des informations pour dire, par exemple, ça qui est tombé. Mais aucun rebelle est attaqué. Tout le monde va diffuser cela, ça qui est tombé, ça qui est tombé. Même nos militaires au front, ils ont des téléphones. L'indiscipline que nous devons arranger. Ils ont des téléphones. Quand ils voient ça qui est tombé, lui, il est attaqué. Premier instinct de survie, c'est quoi? C'est fuir. C'est légitime. Comment tu en tout cas, ben, c'est ça aussi. Mais ils ont des téléphones, c'est l'indiscipline que nous devons arranger maintenant. Parce qu'on se dit, quelqu'un qui est au front, il doit être connecté par satellite, il y a des moyens de communication, mais nous voyons comme ça. Je pense que vous êtes tombé sur toutes ces images. Un militaire au front avec un téléphone. Mais c'est facile pour l'adversaire de le localiser. Pour localiser. Quand ils prennent des positions, ils disent, on est ici, hein, on a ces positions, et après on va les bombarder. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je vous ai dit, tout ça a été fait délibérément. Anéantir notre armée. Vous voyez, la discipline n'existe plus dans notre armée. Et avec ces genres de désinformation, on a vu qu'il y a eu des militaires qui n'ont même pas combattu, qui ont déposé les armes pour fuir. Et maintenant, moi, face à cette situation, qu'est-ce que je me suis dit? Je veux plus ignorer l'information, tout ce qui passe. Là, ils ont dit que Ouvira a été tombé aux mains des rebelles. Et nous sommes passés, on a mobilisé. On a dit c'est faux. Ouvira est toujours sous contrôle des FARDC. On essaie aussi d'expliquer la politique menée par nos dirigeants. Parce que si nous, on n'informe pas la population, quelqu'un d'autre va le faire à notre place.
Peut-être de la Et on mauvaise va laisser manière notre aussi. population à la merci des Rwandais, parce que les Rwandais sont forts en information. Ils Mhm. désinforment. Et là, nous devons maintenant dire aux gens que Kagame nous attendait sur le plan militaire. Il savait qu'en face de lui, on n'avait pas l'armée. Il le savait. Il savait qu'il avait des espions chez nous qui pouvaient vendre presque toutes les positions. Dans quelques jours, Kagame pouvait marcher sur Kinshasa. Et Tshisekedi étant bien conseillé, on lui dit non. Sur le plan militaire, vous avez perdu d'avance. Avec Kagame, si vous n'avez pas préparé l'armée, si vous n'avez pas mis d'autres stratégies en place avec la même stratégie, vous avez perdu la guerre. Qu'est-ce que vous devez faire? Prenez ces carnets d'adresses, contactez ces numéros, essayez un peu d'aller toucher ici sur le plan diplomatique, aller au Royaume-Uni, le plus grand partenaire rwandais, c'est le Royaume-Uni. Détruisez le Rwanda au Royaume-Uni, détruisez le Rwanda au Canada. Avant-hier, je pense, hier, on a sanctionné le Rwanda au Canada. Aujourd'hui, je vous informe, l'Allemagne a sanctionné, le Luxembourg vient d'adopter via son Parlement toutes ces sanctions. Et là, est-ce que vous avez vu le Rwandais avancer encore? Dans cela veut dire que les Rwandais pensaient qu'ils étaient plus intelligents que nous. Mais moi, je pense moi, je pense par contre, l'idée, ça c'est mon point de vue, l'idée n'était pas d'avancer, c'était juste d'amener cette terreur. Cette terreur ou déconnecter la population avec les dirigeants. Vous voyez? Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Vous vous rappellerez qu'à un certain moment, les Rwandais ont fait courir des petits bruits, selon par l'air canal, que ils étaient même plus prêts pour les dialogues avec Tshisekedi. Ils attendaient qu'il la démission. Non, mais ça c'était parce que, ça c'est, on discute, hein, tout ça. Ça, je pense que c'était parce que, les Congolais, certains Congolais qui ont amené ce débat parce que, voulant que celui qui est, sénateur, actuellement, si tu sais qu'il est démissionné, celui qui est sénateur, président du Sénat, allait prendre et cette personne-là était génétiquement kabyliste parce qu'il vient de la classe politique, tout ça. Donc, je pense que c'était un peu ça, ouais. Donc, c'était, voilà pourquoi le poussait à la démission pour que, voilà, que lui soit, voilà. Les gens qui ont mal, comment je peux dire, qui ont mal interprété, qui ont mal analysé, ces gens donnaient, je vous ai dit au début, donnaient que le 15 février à Tshisekedi pour démissionner ou fuir. Ils s'attendaient même pas qu'on va arriver au mois de mars avec lui. Nous tous, on avait paniqué, hein, quand on a pris Goma. On se disait, il va sortir, il va nous suivre tous, comme on voulait la guerre avec le Rwanda. On se disait, on va attaquer le Rwanda. C'est ce que les Rwandais attendaient de nous. Les Rwandais attendaient cela de nous. Et quand on allait intensifier les combats, on va pas sanctionner le Rwanda, croyez-moi. Vous savez pourquoi on va pas sanctionner le Rwanda? On est en guerre. Oui. Ouais, on est en guerre, on ne sanctionne pas. Et les Rwandais a des infiltrés chez nous. Nous, on n'a pas des infiltrés au Rwanda. Je sais pas si vous comprenez. Donc, lancer peut-être la guerre avec le Rwanda en ces moments, ça aurait été donc c'est catastrophe pour le Congo qu'on pouvait se relever de ces catastrophes après 50 ans. Parce que les Rwandais, ils allaient d'abord nous détruire. Pourquoi je dis ils allaient nous détruire? Ils ont des infiltrés chez nous. Ils ont des colonels, des généraux qui vont vendre des positions. Et la communauté internationale va parler de la guerre et non d'agression. Et Tshisekedi a détruit le Rwanda. Les gens peut-être s'étonnent, hein, mais pourquoi le Goma et Bukavu et sommet du M23, pourquoi dire que Tshisekedi a détruit le Rwanda? Madame, Goma, Bukavu est ingouvernable en ce moment. Le banque, les activités est paralysées. Et vous savez, si Kinshasa n'ouvre pas le banque, qui va payer les fonctionnaires à Goma? Donc, le M23 sera obligé de connecter nos banques au Rwanda. Donc, le jour où le Rwanda accepte de connecter nos banques, le système SWIFT, au Rwanda, à la face du monde, déjà, il a des sanctions qui vont le pénaliser. Et aujourd'hui, le Rwanda accepte de connecter les banques à Kigali.
qu'est-ce qui se passe? Ils ont d'autres alternatives parce que la banque centrale ne fonctionne pas. Il faut utiliser le franc rwandais à Goma. Le jour où les commerces commencent à utiliser le franc rwandais avec la résolution de l'ONU, je sais pas si vous comprenez. Donc, Tshisekedi vient de gagner une guerre de 30 ans sans faire la guerre. Donc, une guerre qui a existé pendant 30 ans. Mais il vient de gagner cette guerre sans bouger même quelque chose. Ok. Paix, aux âmes, à tous nos âmes qui ont été arrachées brutalement à Goma. Plus de 5000 personnes. C'est ça que j'allais dire. Donc, ça, c'est carrément, c'est un génocide rwandais. Parce que ce génocide rwandais a été, ok, je suis pas un antisémite ou quelqu'un qui veut un négationniste. Mais, nous devons aussi parler de notre. Ben oui, c'est à nous de vendre notre génocide à nous. Ce qui se passe là, c'est à nous d'en parler. C'est pas banaliser les génocides qui s'est fait ailleurs, mais juste faisons la promotion de notre génocide à nous. Oui, oui. Donc, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup plus attristés. Mais, en ces moments, je vous dis, les Rwandais n'ont plus de cartes en main. Les arracher aux Rwandais, arracher d'abord les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre. Parce que les Rwandais ont utilisé ces petits systèmes pour dire minimiser nos sanctions, pour dire ça va rien nous faire, on est là, n'importe quelle sanction. Et aujourd'hui, c'est un peu de lire tous les communiqués qu'ils essaient un peu de sortir. Vous allez comprendre qu'ils pleurnichent comme des enfants. Le problème, c'est qu'ils... Allez-y. Ouais, ils disaient dans quelques communiqués pour dire la vie de tous, il ne compte plus. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que il y a des stratégies. La guerre, ce sont des stratégies. On peut se battre, mais avec quelle armée? Mais on a nos cartes en main. C'est la diplomatie. Ce sont nos cartes en main. Et avec ces cartes, croyez-moi, on va gagner. C'est pourquoi vous allez voir que le Rwanda est bloqué. Et il a activé l'autre machine, qui est Joseph Kabila. Je sais pas si on aura le temps, on va en parler en profondeur. Mais, ils ont utilisé maintenant leur carte, je pense, dernière carte, c'est opposition interne. Joseph Kabila va revenir au pays, il va faire du désordre. Vous voyez, fragiliser Tshisekedi pour permettre maintenant au Rwanda à bien mener son combat. Parfait. Alors, voilà. C'est quoi le message? Est-ce qu'on est quand même positif pour le reste? Bien sûr, il faut rester positif, hein, premièrement. Vous savez, aujourd'hui, je parle un peu en proverbe, hein, si le propriétaire de la maison savait l'heure auquel le voleur se présentera, il allait se préparer. Donc, ça veut dire que nous devons être éveillés. Vous voyez? Donc, au moment où nous pensons qu'on a des cartes en main, au moment où nous pensons qu'on contrôle la situation, les Rwandais de leur côté travaillent aussi sur ça. Ils se disent, ok, on nous a sanctionné à côté X, le côté Y, qu'est-ce qu'on fait? Les Rwandais, avant de lancer cette offensive, je pense qu'ils avaient des plans allant jusqu'à Z. Plan A, plan B, plan C, plan D, jusqu'au plan Z. Donc, nous, Congolais aussi, nous devons inventer maintenant l'alphabet qui n'existait pas après Z. Je sais pas si vous comprenez. Donc, nous devons réfléchir comment maintenir aussi le Rwanda dans cette situation. Pour dire, ok, le Rwanda est sanctionné, ça va, un peu de fragilité, mais quelles sont les contre-offensives que nous pouvons faire? Nous devons aussi attaquer. C'est pourquoi chaque jour, on essaie de créer des campagnes. Parce que c'est ce qu'on peut faire en ce moment, hein. C'est ce qu'on peut faire. Moi, je suis pas militaire. En ce moment, c'est ce qu'on peut faire. Créer des campagnes. Comme on a créé ensemble avec vous tous. Rwanda is Killing. Ça a bien marché. Maintenant, on a créé Don't Visit Rwanda. Ça va marcher. Maintenant, nous devons montrer à la face du monde le vrai visage du Rwanda. C'est ce que nous devons faire. Ben, merci beaucoup, monsieur Tosha. Je suis vraiment très, très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Donc, juste un petit commentaire pour terminer ce que vous venez de dire. C'est vrai, c'est notre responsabilité à nous. En tout cas, si pas Congolais, tant qu'humains, de dénoncer ce qui est injuste, ce qui arrive. Et donc, comme vous avez dit, hier, monsieur Kagame vendait son pays. Il était comme un panafricaniste aux yeux de tous, qui a su relever son pays, unifier son pays après le génocide, tout ça, en cachant derrière, en cachant vraiment sous sa cachette,
cette guerre atroce qu'il a amenée au Congo. Et aujourd'hui, je pense que l'histoire est en train de changer. Aujourd'hui, pour tout le monde, c'est que quand même le Congo, peu importe le résultat, retiendra, et la victoire que le Congo retiendra, c'est qu'aujourd'hui, consciemment, tout Africain, tout Occidentaux est au courant de la malice et de la guerre que l'homme Kagame a amené au Congo. Et donc, moi étant Congolais, Congolaise, c'est vrai que ça fait, moi, je ne m'occupe pas du Congo, mais une façon pour moi de manifester, okay, de contribuer ou de participer, c'est de vous inviter pour parler de ça. Et aussi, je fais une émission pareille, avec le président de la communauté congolaise de Gatineau, que j'invite les gens à aller suivre, une émission. Donc, voilà, où c'est ma façon à moi, et sans compter la prière que j'envoie étant que chrétienne pratiquante, convaincue aussi. Et, je prie pour les victimes. Je dis à quelqu'un, même si un jour on ne rentrait pas au Congo, mais étant que chrétienne, étant que tout ça, j'aimerais que ça progresse. Même si je me mariais avec qui et que je n'allais pas au Congo, et puis voilà. Mais qu'au moins, je ne veux pas qu'on attende que quelque chose se passe exactement. Parce que je serais toujours attachée à cela. Parce que je suis canadienne, on peut me demander, OK, where you from? You know, comme, tu viens d'où? Oh, OK, c'est pays qui a, à tout moment, tu seras toujours attaché. Et même si on reste ici, parce que jusqu'à là, je suis encore focus au Canada, je pense même pas. Mais mon plus grand plaisir, OK, juste par plaisir que, Ezalaka bien. Tu sais, Ezalaka bien, tu sais. Et aux Arabiens. Et Eza déjà bien. Tu sais, moi, je suis chrétienne, je vis déjà je vis dans la foi et je mange de la foi. En tout cas, on envoie des ondes positives à la population congolaise et particulièrement à celle du nord et du sud Kivu. Je suis très heureuse de vous avoir et j'espère vous avoir très prochainement encore en discuter. Merci.